sommes très heureux d'accueillir donc nos deux invités, Yves Cusset, philosophe, comédien et auteur, et Gila Clara Kessous, qui est non seulement comédienne, mais aussi metteur en scène, enseignante, et qui va être décorée du titre Artiste de la paix par l'UNESCO. Vous avez carte blanche, vous deux, pour parler, débattre avec le public, mais d'abord vous, sur le théâtre, quel est le rôle du théâtre en tant qu'église. L'association Rencontre et Débat Autrement est importante aussi en termes on va dire de points focal dans ma carrière, puisque c'est lors de ces rencontres que j'ai lu pour la première fois le journal d'Hélène en présence de la nièce d'Hélène Baird, qui à cette lecture m'a fait confiance et m'a permis de pouvoir continuer à en être l'interprète aux Nations Unies à New York et puis bientôt à Paris. La crise, pour moi, est une notion qui est foncièrement problématique et je l'entends surtout telle que Hannah Arendt a pu l'appréhender dans son ouvrage La crise de la culture. Deux points donc que j'aimerais développer quant à cette conception de la crise. D'abord, la crise reliée à une temporalité qui s'est accélérée de nos jours, je reviendrai dessus, et ensuite le rapport que cette crise peut avoir avec la modernité. Et comment est-ce que le sens même du mot crise a pu être changé au point de même vouloir dire le contraire de ce qu'il a voulu dire à son départ. On voit qu'aujourd'hui, la crise a pris à rebours cette définition, puisque au contraire, plutôt que le moment d'une décision forcée, on est dans une temporalité d'éclatement, de dispersion, de désynchronisation de la temporalité, puisqu'il s'agit d'une période de bouleversement où au contraire, on est englué dans la situation et on n'arrive pas à pouvoir prendre une distance vis-à-vis de l'événement. Comment est-ce que ma conception du théâtre s'inscrit vis-à-vis de cette crise? Cette conception du théâtre, elle se rapproche, on va dire, de celle d'un certain classicisme, avec une temporalité démultipliée, puisqu'il s'agit de pouvoir mettre l'humanité sous observatoire. Un petit peu quand on va dans un laboratoire avec un microscope, il essaye de grossir à la loupe un événement pour en comprendre, même fictivement, un début, un milieu et une fin. Car c'est ça, une pièce de théâtre. Une pièce de théâtre, c'est une narration dans un temps donné, dans un lieu donné, qui commence, qui se déroule et qui finit. Il me semble que le théâtre aujourd'hui peut venir, non pas donner une réponse, mais proposer des pistes de réponse à la crise que l'on traverse, qui est une crise de sens. Crise économique, bien sûr, crise sociale, évidemment, mais c'est une crise de sens au point où, on va dire, la signification de chaque élément, la valeur de chaque objet ne peut plus être fixée. Comme j'ai eu peu le temps de préparer cette question, je me suis interrogé dans le métro en venant, en essayant de trouver une réponse. Alors comment j'ai fait pour trouver une réponse? J'ai regardé les affiches de théâtre qu'il y avait dans le métro pour essayer de trouver une réponse. Et je l'ai obtenue. Je l'ai obtenue. Il y a le théâtre en temps de crise. C'est un peu comme le cinéma, finalement, il n'y a pas grande différence. Ça fait du bien. Ça fait du bien, on est assez malheureux, hein, on souffre, on subit la dureté, l'austérité qui s'annonce, qui est déjà là. Alors, on a besoin de bonnes comédies de théâtre que les théâtres privés parisiens nous proposent. Ça nous fait rire, ça nous soulage. C'est comme les comédies, Bienvenue chez les Ch'tis, Intouchables, etc. Donc, on n'a pas besoin de bouger de sa place. On peut rester à résidence, on est à sa place, on est confortable, et on voit quelque chose qui nous fait du bien. Et ainsi, on se réconcilie progressivement avec le réel et avec sa violence, plutôt que d'essayer bêtement de la contester, puisqu'elle est incontestable.
Ce que le temps de crise nous impose, enfin, fin de nous imposer, c'est que la violence, nous n'avons pas le choix, il faut la subir. Mais on a quand même quelques médicaments, en tout cas quelques placebos, utiles pour faire accepter cette place-là. Alors, c'est le discours qu'on nous tient. C'est très présent, ce discours à la Émile Coué, qui consiste à dire à ces patients atteints de dépression nerveuse, soyez heureux, vous serez moins triste. Et on en est là, du niveau de proposition, en tout cas au niveau de la publicité, parce que c'est ça qu'on voit dans le métro, on en est là du niveau de proposition pour accepter la crise à défaut de pouvoir y résister. S'engager par le théâtre, c'est d'abord se dégager. C'est-à-dire qu'un théâtre engagé est un théâtre du dégagement, c'est se dégager et dégager son corps de la place que l'ordre social lui assigne. Ce que, d'ailleurs, toute personne qui rentre sur scène sait intuitivement avec son corps. Il va falloir sortir de soi d'une manière ou d'une autre, il y a un espace qui est réservé pour cette sortie, il va falloir incarner autre chose, il va falloir donc faire violence à ce que notre corps a appris à intérioriser progressivement. Donc, je dirais qu'il y a d'abord, dans le théâtre, un moyen de se dégager de ce que j'ai appelé cette assignation à résidence, qui est une forme d'ordonnancement inconscient des corps, dont un philosophe comme Michel Foucault a très bien parlé. Le pouvoir commence là. Le pouvoir, il est inaperçu, il n'est pas dans la verticalité des gouvernements ou de l'autorité politique. Le pouvoir, il s'insinue de manière horizontale dans les rapports sociaux, à travers la manière dont les corps s'ordonnent spontanément, à travers la manière dont on prend le métro, dont on va au travail, dont on se regarde les uns les autres, dont on construit sa vie et son environnement physique. C'est ce que Foucault appelait la biopolitique. Le théâtre peut être l'occasion de se dégager de cet ordre imposé des corps en ayant quelque chose d'assez exceptionnel, en ayant pour ce faire non pas un non-lieu, mais un lieu. Le théâtre, c'est un lieu. On y va comme spectateur, on y joue comme comédien, on a une scène. Le théâtre a un lieu et une scène, mais c'est le lieu où l'utopie peut exister. C'est le lieu du non-lieu. C'est un lieu, encore une fois, d'utopie réelle, parce que sur scène ont lieu des choses qui n'ont pas lieu, qui sont fictives, qui sont racontées, qui sont autres, et les comédiens incarnent des êtres qui n'existent qu'à travers leur corps propre, donc qui n'ont pas d'existence en dehors de ce lieu-là. Vivre ensemble, qui est très sympathique a priori, et qu'on va peut-être voir ici à l'UNESCO, on défend le vivre ensemble. Moi, j'aime pas cette expression. Vivre ensemble, ça suppose qu'on existe avec des différences qui existent déjà, qu'on est séparés par avance, qu'on a des différences qui nous définissent et qu'on peut faire se rencontrer ces différences. Donc on va vivre ensemble parce qu'au départ on est séparés. Moi je crois plutôt que le geste politique fondamental touche à la décision, qui est une décision critique, quant à la manière dont on existe ensemble, dont on peut être en commun. Et le théâtre, ça touche toujours à ça. Pour moi, c'est ça son intérêt, c'est de décider de la manière dont on va exister en commun. On le décide. Le théâtre, c'est ces deux choses, résumées, qui nous permettent d'interpeller ce qu'on appelle crise, de mettre en crise ce mot-là. C'est la réciprocité des regards et l'exposition des corps par la voix nue. Voilà. Quelque chose aussi de très important vis-à-vis de ce que Yves a pu dire. Quand j'interprète Hélène Baird en tant que comédienne, je ne suis pas applaudie. Pourquoi? Parce que le but n'est pas de se mettre en avant en tant que comédienne, mais de faire entendre une voix, en essayant de façon la plus humble et la plus pure possible, de se mettre derrière, même la voix qu'on lui prête, de se mettre derrière un texte. Et à partir de là, ne pas être applaudi, c'est très dur pour un comédien qui s'est donné le même mal que pour jouer un Labiche ou un Feydeau. Et accepter ça, quand je sens que les gens applaudissent, c'est qu'ils ont été divertis, pas vraiment une compréhension. Et quand ils n'applaudissent pas, et qu'il y a ce silence très lourd de demander est-ce que j'applaudis, mais si j'applaudis, est-ce que c'est pas inapproprié, qu'est-ce que j'applaudis, est-ce que j'applaudis elle, est-ce que... Juste cette respiration-là, ça prouve que le message est passé, et c'est ce que je recherche au théâtre.
qu'on le retrouve dans l'acte théâtral même, qui permet cette rencontre-là avec du vrai. Je parlais tout à l'heure du vrai. C'est vrai qu'on a tellement de manipulation médiatique aujourd'hui qu'on ne sait plus. Et la seule façon de voir le vrai, c'est en allant voir les personnes qui l'ont vécu. Alors on vous dira, oui, elles ne sont pas objectives parce qu'elles sont dans l'instant présent. Les personnes qui ont souffert sont quand même encore les mieux placées pour pouvoir parler de leur souffrance. Qu'on leur donne au moins ce droit-là, qu'on leur donne au moins cette possibilité-là. On reproche souvent au théâtre d'être aristocratique, élitiste. Il y a beaucoup d'ouvriers, d'employés qui n'ont jamais lu une pièce de théâtre de leur vie, qui ne sont jamais allés au théâtre. Et je veux savoir si vous pensez que le théâtre critique qui sert à désengager les personnes de l'ordre établi existe actuellement, et où existe-t-il et comment arrive-t-il à franchir les barrières financières pour exister? Où est le théâtre critique engagé? Tiens, ça, je sais, je vais vous dire. Le problème de ces institutions dont vous parlez, comme le Festival d'Avignon, c'est qu'il y a des gens qui nous disent qu'est-ce qu'on doit voir comme théâtre critique et engagé, et que ça pose parfois problème, cette manière dont ils nous dictent ce qu'on doit considérer comme critique. Je vais d'abord remercier beaucoup les deux présentateurs, c'était très intéressant, j'aime bien toute cette approche critique et surtout tout votre engagement, ça m'a. Tout ce qui touche aux prisons est quelque chose de fondamental, le théâtre comme dramathérapie aussi est quelque chose que je pratique et que je défends. Alors on parlait de théâtre engagé, où est le théâtre engagé? Effectivement, moi non plus je n'ai pas vraiment de réponse. Ce que je peux vous dire, c'est que le travail que je fais tant dans l'enseignement que dans la partie artistique, j'ai eu la chance d'être acceptée en résidence au Tarmac de la Villette, qui est un établissement qui est vraiment remarquable en termes effectivement aussi d'engagement. Dans vos exposés, l'un et l'autre, au fond, l'engagement dont nous parlons se situe surtout dans l'exposition de votre part et de votre côté, l'engagement du comédien, puisqu'il a, vous parliez de celui qui est sur scène, il a la responsabilité. Et il me semble que j'aimerais voir la différence que vous faites quand il y a l'improvisation et le texte, ce troisième homme, au milieu de ces liens entre le public et la scène. Point de vue au niveau de la différence entre l'improvisation, c'est-à-dire ses propres mots en bouche, et puis le texte, il est très simple. Lorsque vous êtes forcé à dire des mots qui ne sont pas les vôtres, à donner corps à quelque chose qui est de l'ordre d'un autre corps, eh bien, vous devez travailler un petit peu comme un danseur, un peu comme un mime, énormément votre corps. Vous devez le dompter, vous devez en faire un outil de communication qui finalement va donner tout le sens moderne à ce que vous dites. Vous pouvez réciter un poème, je ne sais pas, médiéval, du Moyen-Âge, et pourtant le rendre tout à fait à jour, tout à fait contemporain par rapport à ce que vous allez y ajouter comme sens dans tout ce qui est autre que le texte. Au niveau de l'improvisation, là c'est vrai qu'on peut tout de suite avoir une température immédiate, on dira, à la fois de votre degré de culture, de degré de connaissance et de votre façon de vous insérer dans le monde moderne. Donc je pense que ce soit l'un ou que ce soit l'autre, l'un de façon directe nous donne un miroir un petit peu de la personne à qui on a affaire, et l'autre nous donne un petit peu plus un travail plus en souffrance vis-à-vis du sens qui veut être donné et qui doit être vu efficacement vis-à-vis de la signification globale. Je crois que l'improvisation est une excellente école pour apprendre à jouer un texte, parce que c'est ce que je vous disais tout à l'heure sur cette question de réciprocité des regards, tu en parlais aussi pour la disponibilité les uns pour les autres sur scène. Si on est concentré sur un texte, le pire des défauts, c'est d'avoir son texte en tête et d'essayer de se le mémoriser, c'est la récitation. Mais évidemment, on est sur soi, et on est concentré sur soi, on n'est pas attentif à ce qui se passe, on cherche le texte, et dans le meilleur des cas, on cherche à le dire le mieux possible. Enfin, le problème, c'est que pour s'engager de nos jours, il faut sortir de chez soi. Et avec les chaînes câblées et la livraison à domicile, c'est de plus en plus difficile.
Il faudrait pouvoir cesser de se faire livrer pour se sentir délivré et éteindre la télévision pour se libérer de ses chaînes. Et dehors, vous êtes déjà allé dehors. Mais c'est immense! On ne sait pas du tout, ça s'arrête! Il n'y a pas de mur! C'est pas comme chez soi, hein, qui s'arrête là où commence le voisin. Dehors, c'est très mal sécurisé. Il fait froid et ça fait peur, surtout la nuit. Alors face à l'effroi, on préfère rester dans sa torpeur. C'est normal, on a trop peur. Même si on a tort d'avoir peur. Ben moi, j'avais plutôt peur d'avoir tort de rester dans ma torpeur. Alors, j'ai décidé de piler ma torpeur et de torpiller ma peur. J'ai décidé de sortir de chez moi pour m'engager enfin. 1943. Est-ce que beaucoup de gens auront eu conscience à 22 ans qu'ils pouvaient brusquement perdre toutes les possibilités, qu'ils sentaient en eux que tout pourrait leur être ôté et ne pas se révolter? Peut-être est-ce depuis le départ définitif de Jean, je me sens tellement désemparée, il me semble maintenant que tout peut m'arriver. Je sais pourquoi j'écris ce journal. Je sais que je veux qu'on le donne à Jean si je ne suis pas là lorsqu'il reviendra. Je ne veux pas disparaître sans qu'il sache tout ce que j'ai pensé pendant son absence, ou du moins une partie. Lorsque j'écris disparaître, je ne pense pas à ma mort car je vais vivre, même déportée, je penserai sans cesse à revenir. Si Dieu ne m'ôte pas la vie ici, ce qui serait si méchant, les hommes ne me la prennent pas. Si cela arrive, si ces lignes sont lues, on verra bien que je m'attendais à mon sort. Et peut-être celui qui lira ces lignes aura-t-il un choc à ce moment précis, comme je l'ai toujours eu en lisant chez un auteur mort depuis longtemps une allusion à sa mort. Je me souviens toujours, après avoir lu les pages que Montaigne écrivait sur la mort, d'avoir pensé « Et il est mort aussi. Cela est arrivé, il a pensé à l'avance à ce que serait après. » Et j'ai eu comme l'impression qu'il avait joué un tour au temps. Thérapeutique et la dimension politique se rejoignent peut-être dans une notion dont on n'a pas parlé, qui est une notion importante dans le théâtre grec, c'est la catharsis, je crois. Et la catharsis, c'est tout sauf se faire du bien face à la crise. C'est vraiment la monstration de la crise sur scène. Hein. Alors oui, pour renforcer le lien entre les citoyens d'une cité. Le but de la catharsis, c'est de renforcer le lien entre les citoyens d'une cité, mais pas en leur faisant du bien, en leur montrant ce qui fait mal, hein, en leur montrant les contradictions auxquelles la condition humaine est exposée, en suscitant terreur et pitié. Terreur et pitié, c'est pas a priori un sentiment comme ça qui fait du bien. Mais souffrir tous de la même maladie, nous sommes tous humains. Et par rapport à ces, comment dirais-je, pièces de théâtre, on peut prendre la distance parce qu'on rit de ces personnages vis-à-vis desquels on se sent plus intelligent. Je crois que dans nos deux façons d'aborder le théâtre, on ne joue pas à être bête, on ne joue pas à être intelligent, on joue juste à être. Et on a vraiment une relation tout à fait égalitaire vis-à-vis du spectateur. Donc on essaye de montrer aussi ce que le spectateur n'ose pas voir. Tu parlais de fragilité, effectivement, c'est sa propre fragilité. C'est voilà un humain qui pourrait très bien être vous. Voilà un humain qui est moi, tout simplement parce que j'ai fait vœu, parce que c'est vraiment un sacerdoce, de pouvoir monter sur scène et de pouvoir m'offrir un spectacle.